Donc bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais aborder un concept qui pour certains peut-être est nouveau, c'est effectivement l'épitranscriptome des ARN viraux, c'est-à-dire un ensemble de modifications post-transcriptionnelles qui sont posées et qui décorent les ARN viraux. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est en deux mots, c'est quelles sont les modifications, et on va se concentrer sur un type de modification qui sont les deux primométhylations, il y en a plein de ces modifications. Et puis on va essayer de regarder quelles peuvent être les conséquences favorables à la réplication de virus et aussi éventuellement défavorables. Donc ce que je vais vous présenter résume en fait, il va y avoir une introduction qui est un peu longue, dans laquelle on va définir ce que c'est l'épitranscriptome. Je vais également dans l'introduction vous parler d'une modification épitranscriptomique qui est connue depuis très longtemps, qui est la synthèse de la structure coiffe avec la primométhylation de la structure coiffe. Et ensuite, je vais résumer en fait trois travaux différents. Un premier qui a été publié dans Nature maintenant il y a 2 ou 3 ans, qui est un travail en collaboration avec un groupe de Montpellier, dans lequel on a pu montrer finalement que le virus HIV était modifié en interne par des méthylations sur son génome, et on a pu essayer de voir quelles étaient les conséquences de ces modifications. Et puis, je vais vous résumer également un travail qui est le travail de thèse de Priscilla El-Kazi, qu'elle vient de soutenir, dans lequel on a essayé de trouver un facteur antiviral qui pouvait être contrecarré par ces modifications. C'est ici. Et enfin, je parlerai du travail de thèse de Alice Decombe, qui est au laboratoire également, et qui regarde cette fois-ci des effets qui sont antiviraux de ces modifications. Et puis je tirerai quelques conclusions rapides. Voilà. Alors juste, qu'est-ce que c'est que l'épitranscriptome ? En fait, maintenant qu'on a des méthodes qui sont de plus en plus sensibles, qui sont basées notamment sur la spectrométrie de masse, mais d'autres méthodes qui sont également basées sur du séquençage, comme le Mignon, mais également sur la précipitation d'ARN ou de modifications qui sont sur les ARN et puis le séquençage, eh bien on se rend compte en fait qu'il y a un grand nombre de modifications de l'ARN. L'ARN, c'est pas simplement une succession de nucléotides, et il y a toute une série de modifications, il y a plus d'100 qui sont décrites. Les principales qui sont bien connues, comme je viens de le dire, c'est en 5', il y a l'addition d'une structure coiffe, dont je vais parler aujourd'hui, qui est méthylée en position 2'OH. Ensuite, vous savez qu'il y a des méthylations qui ont lieu et qui sont déposées sur les ARN. Par exemple, on parle beaucoup de N6-méthylation, un système particulier dans lequel il y a des molécules qui sont capables de poser ces méthyles, des molécules qui sont capables d'effacer ces méthylations, et également des molécules qui sont capables de détecter ces méthylations pour induire un certain nombre de voies métaboliques. Vous avez par exemple la 5' méthylation ou la N1 méthylation, et puis vous avez des pseudo-rélinéations typiquement qui sont également très très bien décrites et qui jouent un rôle important dans le contrôle de l'immunité innée. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se concentrer en fait sur des deux primométhylations. On va voir un petit peu quel peut être leur rôle sur ces ARN. Alors, un des sujets historiques du laboratoire, c'est la synthèse de la structure coiffe chez les virus. Donc ça, c'est la structure coiffe. Donc ici, on a un ARN qui est naissant, qui va être synthétisé par une polymérase virale ou cellulaire. Et ce qu'on sait depuis très longtemps, c'était découvrir chez le virus de la vaccine, c'est qu'en 5', la plupart des ARN messagers portent en fait un groupement guanosine qui est lié non pas par un lien 5', 3' phosphate, comme les nucléotides sont liés entre eux, mais par un lien triphosphate, qui est un 5', 5' phosphate. Et cette guanosine est méthylée en général sur la position N7. Donc ça a été décrit depuis très longtemps, et ce qui a été décrit depuis très longtemps, en fait, c'est que cette structure joue des rôles fonctionnels qui sont très importants, notamment en permettant la traduction correcte des ARN en protéines. Et puis, ce qui a été montré également, c'est que lors du processus de synthèse de cette structure coiffe, il y a des modifications sur le sucre du premier et deuxième nucléotide, sur la position qu'on appelle 2'OH, il y a des méthyles qui peuvent être posés par des enzymes qu'on appelle des méthyltransférases. Et par contre, les rôles de ces méthylations, pendant très longtemps, étaient mal compris, c'était inconnu. Et donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a été compris à ce sujet. Alors, en ce qui concerne les fonctions de ces structures coiffes, comme je le disais, ce qui est compris depuis très longtemps, c'est que le fait qu'il y ait cette liaison 5', triphosphate protège les ARN de la dégradation. Donc, dès que les structures coiffes ont été découvertes, on s'est rendu compte que les ARN qui étaient coiffés étaient beaucoup plus stables dans les cellules.
Ensuite, il a été montré qu'il y avait une interaction moléculaire avec une protéine qui s'appelle EIF4E, qui est une protéine importante dans l'initiation de la traduction. Et ce qui a été démontré, c'est que cette protéine, en reconnaissant la structure coiffe, recrute en fait la machinerie de traduction et va permettre l'initiation de la synthèse des protéiques au premier codon AUG, de manière à avoir une synthèse efficace et processive. Et donc aujourd'hui, je vais parler de cette partie-ci, c'est-à-dire la 2'-méthylation. Et ce que je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est que la 2'-méthylation de la structure coiffe, en fait, c'est un marqueur du soi, donc qui permet de discriminer les ARN étrangers des ARN du soi, et qui va pouvoir être détecté éventuellement par des senseurs de l'immunité innée de la famille des RIG-like récepteurs. Et en réponse à ça, il y a des facteurs de restriction qui vont être produits dans les cellules, donc des fameuses molécules ISG qui vont être capables justement d'aller reconnaître les ARN qui sont étrangers de manière à bloquer leur capacité à produire par exemple des virus dans les cellules. Alors, ça, c'est les papiers principaux qui ont permis d'élucider la structure de la 2'-méthylation de la structure coiffe. Et donc, comment est-ce que les expériences avaient été conduites au départ? Bien, c'était de manière assez judicieuse. On travaille sur un coronavirus, le MHV, qui est un coronavirus qui est connu pour synthétiser des enzymes qui sont capables justement de poser spécifiquement la 2'-méthylation sur la structure coiffe. Eh bien, ce groupe-là avait fait un mutant catalytique, c'est le mutant D130A de l'enzyme qui pose le 2' sur la structure coiffe. Et ils avaient comparé la réplication des virus sauvages, en blanc ici, avec la réplication de ces virus qui n'étaient pas capables de coiffer correctement leurs ARN. Et dans des macrophages sauvages, ils avaient observé que ces virus, en fait, étaient capables de se répliquer, mais beaucoup moins bien. Et en faisant des essais de différents KO, et notamment des KO de RIG-like récepteurs comme le récepteur MDA5, il s'était rendu compte que quand on comparait cette fois-ci la réplication dans ces cellules-là, on n'avait plus de différence entre un virus sauvage et un virus qui était muté dans son activité catalytique de 2'-méthylation. Et donc ils avaient conclu qu'il y avait probablement une interaction moléculaire entre ces 2'-méthyl et ces récepteurs de la famille RIG-like, et que ça devait peut-être avoir un rôle dans la détection de ces ARN mal coiffés. Alors, juste pour rappel, les RIG-like récepteurs, il y a deux senseurs principaux qui sont caractérisés dans la détection des ARN étrangers. Et donc, ces deux senseurs, c'est la molécule MDA5 et RIG-I. Alors, RIG-I, c'est un senseur qui était connu pour pouvoir reconnaître particulièrement les extrémités 5' des ARN, alors que MDA5 est connu plutôt pour faire des concaténaires sur des structures d'ARN double brun. On voit ici une structure, en fait, où on a une espèce de donut au sein duquel on retrouve l'ARN qui va être vraiment au cœur de cette structure. Et en reconnaissant ces ARN, ces senseurs vont être capables d'induire une cascade d'événements intracellulaires qui va finir par la production des molécules d'interférons. Alors, paradoxalement, ce qui a été montré au niveau moléculaire suite à ces travaux, c'est qu'en fait le véritable senseur de la 2'-méthylation, c'est pas du tout MDA5, mais c'est son petit frère ou sa petite sœur, c'est RIG-I. Et notamment, il y a des études structurales qui sont présentées ici. Donc, on a un ARN qui est en vert, qui est co-cristallisé avec le domaine de reconnaissance de l'ARN de RIG-I. Et ce que ces études montrent en particulier, c'est que RIG-I reconnaît très particulièrement l'extrémité 5' des ARN, et en particulier qu'il y a une histidine ici en position 830 qui est capable d'interagir de manière spécifique avec la position 2'OH du premier nucléotide d'un ARN qui est représenté ici. Et donc, il y a des études qui ont été faites d'interaction avec différentes méthodes, du biaccord et d'autres méthodes. Ici, j'en présente une. Et ces études d'interaction, en fait, elles ont montré que, en fait, le récepteur RIG-I, il a une très haute affinité pour des extrémités d'ARN qui sont coiffées, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça, c'est une étude d'affinité avec une très bonne affinité. Un ARN triphosphate va également être reconnu. Mais par contre, si l'ARN ici a un 2' sur le premier nucléotide, il est coiffé, il a un 2'OH sur le premier nucléotide, on voit qu'on perd complètement l'interaction. Et donc, l'idée qui découle de ça, c'est que finalement, s'il y a une méthylation sur le 2'OH, eh bien, l'ARN va être considéré comme du soi, et donc il n'y aura pas induction d'interféron, alors qu'un ARN étranger qui serait mal méthylé, eh bien, il va être détecté. Et de manière assez élégante, en faisant le mutant de l'histidine 830A, qui est le fameux histidine qui est capable justement d'interagir spécifiquement avec les positions de 2'OH, on voit que cette fois-ci, un ARN qui est 2'méthylé, eh bien, il a une haute affinité, et donc il va être détecté
détecter. Donc ça démontre vraiment que l'interaction est très spécifique et que c'est l'histidine 830 qui permet de faire le contact moléculaire avec le méthyle du primo-H. Donc tout ça remis dans le contexte d'une infection virale, ben, ça amène le concept que c'est que les virus, en fait, quand ils rentrent, ils vont engager la réplication et la production d'ARN messagers, et en particulier des ARN qui pourraient être mal coiffés, ils vont être détectés par des molécules comme RIGAI ou MDA5, qui induisent une cascade d'événements et qui va conduire à la production des interférons. Alors qu'est-ce qui se passe en aval une fois que l'interféron est produit et qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte blanche? C'est ce que je vais vous présenter dans la suite. Et donc c'est toujours des travaux qui ont été faits sur base de ce fameux mutant, donc D130A chez le MHV, donc qui est le mutant de la 2'-méthyltransférase de la coiffe. Et ce que montrent ces travaux, en fait, c'est que quand on fait ce mutant-là, on a une beaucoup plus grande sensibilité à l'interféron. Et donc, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont essayé de chercher quel était finalement le facteur antiviral qui était induit par l'interféron et qui permettait de reconnaître ces ARN mal coiffés. Et de nouveau, en faisant des études d'infection dans des macrophages sauvages ou dans des macrophages qui étaient modifiés génétiquement, ici pour une molécule qui s'appelle IFIT, c'est en fait, il y a 5 IFIT qui sont présents dans les cellules, donc de IFIT 1 à IFIT 5, eh bien, ils avaient exactement le même phénotype, suggérant que cette famille de molécules, IFIT, était éventuellement capable d'avoir une activité antivirale sur les ARN qui n'étaient pas correctement coiffés. Et effectivement, de nouveau, en faisant des études moléculaires, alors ici c'est des gels retard, mais c'était montré par d'autres méthodes, ils ont pu montrer qu'un ARN qui est correctement coiffé ici n'est pas du tout reconnu, je n'ai presque plus de pointure, par IFIT 5 ici, alors que si l'ARN porte une structure qui n'est pas 2'-méthylée, il est très très bien reconnu. Et donc, ça suggère effectivement que c'est une molécule qui va être recrutée, induite par l'interféron et recrutée au niveau des ARN qui sont mal coiffés. Et de nouveau, des études structurales ont pu montrer que les molécules IFIT reconnaissent de manière tout à fait spécifique l'extrémité 5' des ARN, et de nouveau, on a pu identifier les résidus qui sont clés pour cette reconnaissance. Et donc, ça permet d'arriver au concept suivant qui est résumé ici, c'est finalement, quand un ARN mal coiffé est présent dans la cellule, eh bien, il va être détecté par RIGAI, il y a de l'interféron qui est induit, et en réponse, IFIT, ici c'était représenté avec IFIT 1, mais en fait c'est l'ensemble de la famille qui peut agir en allant séquestrer les ARN qui sont mal coiffés, de manière à éviter qu'ils soient recrutés au niveau des ribosomes pour être traduits en protéines. Et donc on arrive au schéma complet, donc avec le virus qui était rentré et qui avait été détecté ici avec la production d'interférons. Et donc la suite, c'est évidemment que l'interféron va se fixer sur le récepteur à l'interféron et va induire de manière autocrine et paracrine un certain nombre d'ISG, parmi lesquels les IFIT. Et les IFIT, quand ils sont exprimés, vont aller séquestrer les ARN mal coiffés et bloquer la traduction et donc la production de particules virales. Et donc ça, c'est une découverte importante parce que ça fait même 35 ans qu'on cherchait quel était le rôle de ces 2'-méthylations, et par l'ensemble de ces travaux que j'ai essayé de vous résumer, en fait, on a compris que la 2'-méthylation de la coiffe était un marqueur du soi, et que, en tant que marqueur du soi, eh bien, c'était éventuellement très important pour pouvoir protéger finalement les ARN de virus de la détection, et donc, et après de la restriction par la famille de molécules IFIT. Et la conséquence, évidemment, c'est que dans la coévolution haute pathogène, la plupart des virus vont s'arranger pour coder pour des 2'-méthyltransférases, de manière à assurer la méthylation de la coiffe, de manière à ne pas être détectés comme étrangers. Voilà. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais vous parler d'autres méthylations qu'on appelle des méthylations internes. Donc ce n'est plus cette fois-ci des méthylations spécifiques de la structure coiffe, mais qui sont déposées sur des nucléotides au sein des ARN. Okay, donc ça, c'est ce dont on va parler. Alors, qu'est-ce qui nous a fait travailler sur ce sujet? Alors, différentes observations. D'abord, dans la littérature, il avait été montré que Zika et Dengue, qui codent pour des 2'-méthyltransférases virales, eh bien, des études avaient montré qu'on trouvait des 2'-méthylations en interne sur les séquences de ces génomes. C'est assez peu représenté, mais il y en a quelques-unes qui sont présentes, et donc on se posait la question, est-ce que la 2'-méthyltransférase virale est éventuellement impliquée dans ces méthylations?
Plus tard, un étudiant en thèse au laboratoire, Baptiste Martin, a démontré que le virus Ebola, en fait, qui code pour une 2'-méthyltransférase, et cette 2'-méthyltransférase virale a une capacité particulière à induire des multiples méthylations au sein du génome du virus Ebola. Et donc on se posait la question de savoir quelles étaient les conséquences de ces méthylations et pourquoi cette voie métabolique était présente chez ce virus. Et enfin, aujourd'hui, je vais vous parler du virus HIV et du rôle de dépriméthylation dans le contexte du virus HIV. Et là, dans le cas du HIV, un travail que je vais vous résumer brièvement, qui a été fait en collaboration avec Yamina Benasser à Montpellier, avait montré que, en fait, le HIV est capable de recruter une 2'-méthyltransférase cellulaire afin également de poser des méthyles en interne du génome. Alors les travaux de Yamina Benasser à Montpellier, qu'on a fait en collaboration, en fait, étaient partis de la recherche d'expériences d'interactomes, finalement, pour essayer de trouver des protéines qui interagissaient avec les ARN viraux et les protéines qui sont présentes au niveau d'APOL2 au moment de l'initiation de la transcription des ARN du virus HIV, et en particulier dans des expériences de précipitation avec la tRNA binding protein qui est recrutée ici par la boucle TAR du HIV. Cette expérience avait identifié un facteur cellulaire, une protéine qui s'appelle FTSJ3 ici, ainsi qu'une protéine qui est une protéine qui est capable de synthétiser le SAH, qui est un donneur de méthyle. Donc on avait un couple finalement avec une enzyme qui est capable de synthétiser un donneur de méthyle, qui est associé avec une 2'-méthyltransférase au niveau de la boucle TAR au moment de l'initiation de la transcription des ARN viraux par la RNA-POL2 cellulaire. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est quelles étaient les conséquences de ces interactions moléculaires? Et ce qui a été montré par des études de séquençage, c'est que les conséquences, c'est que le virus HIV, en fait, il porte au moins 17 méthylations à des positions précises qui sont définies sur son génome, qui sont représentées ici en rouge. Et en fait, ça on peut le montrer de manière assez élégante, c'est qu'on peut faire le chaos de FTJ3 et comparer les génomes de virus delta FTJ3 ou de virus qui sont produits dans des cellules qui expriment FTJ3, et on voit bien que ces méthylations, on les détecte seulement quand les cellules expriment la protéine FTJ3, donc la 2'-méthyltransférase. Si on fait le mutant de cette enzyme, de délétion, eh bien on n'a pas ces méthylations qui apparaissent. Et donc on s'est posé évidemment la question de savoir quelles sont les conséquences de la présence de ces méthylations. Et donc, pour ça, on est retourné dans des systèmes cellulaires. Et donc, on a comparé la production d'interférons, ici interférons alpha ou bêta, dans des cellules qui étaient infectées soit par un virus sauvage, donc un virus dans lequel l'ARN était méthylé sur ces fameuses positions, soit un virus qui était produit dans des cellules dans lesquelles on avait fait le knockout de FTJ3. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a un virus qui est hypométhylé, eh bien, le virus induit beaucoup plus d'interférons, à la fois l'interféron alpha et à la fois l'interféron bêta, ce qui suggère évidemment, vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y a peut-être un sensing de nouveau par RIG-I ou MDA5. Et donc notre hypothèse a été évidemment de se dire ça doit probablement être cette fois-ci MDA5 le senseur, parce que je vous ai montré que ça faisait des donuts autour d'ARN double bras, et donc on s'est dit probablement que ces donuts ne sont plus capables de s'assembler, de faire des concatomères de manière à induire la signalisation. Et donc on a évidemment testé RIG-I et MDA5, et en particulier avec des expériences en comparant la production d'interférons dans des cellules qui ont été transduites par du HIV produit dans des cellules qui n'expriment pas FTJ3, donc des virus hypométhylés et des virus hyperméthylés, eh on peut montrer finalement que le senseur qui est important, ça n'est pas RIG-I, mais c'est MDA5. Et donc on arrive au schéma suivant finalement, qui est assez simple. C'est le HIV. Il recrute au moment de sa réplication FTJ3. FTJ3 va induire des méthylations internes sur ce génome, et ces méthylations internes vont faire que MDA5 n'est plus capable de détecter le virus HIV entrant, et donc il n'y aura pas d'interféron produit, et donc le virus va être capable de se répliquer efficacement. Et si on prend des virus des cellules qui sont délétées de FTJ3, il n'y aura pas ces méthylations. Le sensing par MDA5 va être induit, et en conséquence il y aura des interférons. Et donc la question qu'on s'est posée par la suite, c'est quels sont les facteurs induits par l'interféron qui pourraient éventuellement être importants cette fois-ci dans la restriction. Et ça, c'est le travail de Priscilla El-Kazi, elle vient de soutenir sa thèse, et entre autres
elle a montré l'implication d'une protéine qui s'appelle ISG20 dans ce processus. Alors ISG20, en fait, c'est une nucléase cellulaire qui est induite par l'interféron. Elle s'appelle ISG, donc c'est bien un interféron stimulated gene, donc c'est bien une protéine qui est induite par l'interféron, et elle a une activité nucléase. Et en fait, l'idée qu'on a eue au début est extrêmement simple. On s'est rappelé les systèmes de restriction des bactéries. Vous savez que les bactéries, pour se défendre contre les virus à ADN que sont les phages, sont capables de produire des enzymes de restriction. Et ces enzymes de restriction vont être capables d'aller digérer spécifiquement des positions du génome de ces phages, de manière à éviter que les phages ne se propagent dans les cellules. Et en réponse, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les phages peuvent éventuellement coder pour des méthylases qui vont induire des méthylations spécifiques de l'ADN de manière à protéger de la dégradation. Et on s'est dit, en fait, peut-être que ce qu'on avait observé il y a déjà 40 ans ou 50 ans dans le monde ADN, il y a des mécanismes similaires qui existent dans le monde ARN, et ça a été notre hypothèse de travail. Et vous allez voir que cette hypothèse est robuste, en tout cas en ce qui concerne l'ISG20. Donc nous, au laboratoire, ce qu'on sait faire, c'est de la biologie structurale, la production de protéines recombinantes, et donc ce qu'on a commencé par faire, c'est produire la protéine ISG20 au laboratoire. Voilà. Et on a fait des mutants, évidemment, des résidus catalytiques qui sont représentés ici dans la structure tridimensionnelle de ISG20. Et donc on a pu montrer que ISG20 était actif sur des ARN et qu'elle n'était pas active sur des ADN. Et on a pu montrer également que les mutants catalytiques n'étaient plus actifs, ce qui montrait qu'on avait bien des protéines qui étaient hautement purifiées et pas contaminées par des nucléases cellulaires. Et donc on est revenu à la question très simple que je posais au début. On a comparé finalement la digestion par ISG20, qui est une 3' exonucléase, d'ARN qui n'étaient pas méthylés, ou d'ARN qui portaient des 2' méthyl sur le A ici, soit à l'extrémité 3', soit 3 nucléotides en amont, soit 6 nucléotides en amont d'une nucléotide 3'. Et on a regardé la digestion de ces ARN. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on prend un ARN non méthylé, eh bien, il est immédiatement dégradé dans des tout petits produits. Donc ils sont très sensibles à ISG20. Et vous voyez que si je mets un méthyle ici, il y a 0 dégradation. Et vous voyez que si le méthyle est en position -3, on voit que la dégradation est très très largement limitée, mais qu'il y a quand même un petit peu qui va être dégradé, et puis qu'il y a un deuxième stop ici au niveau de l'ARN qui est méthylé. Donc on a 2 stops qu'on observe en N-2 et N0. Et même chose, si on le décale un petit peu, on observe le même phénotype, dégradation. Et quand on arrive en N-2 et N0, on voit que la nucléase se stoppe ici et là, et elle arrête la dégradation. Donc, ce qui montre par biochimie, finalement, que ISG20 est probablement très sensible à ces méthylations, et donc va être en difficulté pour aller dégrader ces ARN qui pourraient être 2' méthylés. Alors on s'est demandé pourquoi il y avait ces fameux 2 stops, et donc on est revenu sur la structure, et dans la structure qui était dans les bases de données, en fait il y avait un nucléotide qui était représenté ici, et ce que montrait le nucléotide, c'est qu'il y avait 2 acides aminés, le R53 et la méthionine 14, qui étaient en interaction avec le 2'OH du ribose. Et quand on modélise une méthylation sur le ribose, on voit qu'on a éventuellement un clash stérique ici au niveau du R53 ou du M14. Donc on a fait la mutagénèse de ces 2 résidus de ISG20 pour voir quels étaient les résidus impliqués dans ces fameux stops. Donc ça c'est le stop en N0. Et donc on est revenu sur nos expériences de digestion. Et ce que nos expériences de digestion montrent, c'est que finalement quand on fait le mutant R53A ici, on voit que on a moins d'activité de dégradation, mais en fait elle n'est plus du tout complètement stoppée, alors que le sauvage est complètement stoppé par la méthylation ici. Ici on voit qu'il va être progressivement dégradé, okay, alors que le mutant M14 se comporte comme le sauvage. Donc c'est bien R53 qui fait un clash stérique avec la méthylation et qui explique le blocage de ISG20 dans la capacité de dégradation. Après on s'est posé la question, mais pourquoi il y a également un blocage en N-2 ? Et donc on a modélisé un ARN, cette fois-ci dans la poche catalytique de ISG20, donc sur base d'une structure où il y avait de SND1 avec un ARN, on a pu modéliser en superposant les structures l'ARN. Et quand on fait ces modélisations, ce qu'on observe en fait, c'est que le 2', il peut interagir avec 3 résidus potentiellement, le V128, le D90 et le H89. Et donc on a fait la même stratégie, on a fait des mutagénèses pour voir quels étaient les résidus impliqués, on a comparé la dégradation, et ça a permis de montrer que le résidu qui bloquait, c'était le résidu D90A. Et donc on a fait le double mutant, et quand on fait le double mutant, et donc le mutant qui est muté ici en R53 et en D90, eh bien on voit qu'on est capable de faire une molécule de ISG20 ici, qui n'est plus du tout complètement stoppée par les 2' méthylations et qui est capable de dégrader les ARN jusqu'alors totalement. Voilà.
Donc on a compris finalement que comment ISG20 était bloqué au niveau des deux primométhylations. Alors on a fait des contrôles, évidemment, je ne vais pas tout vous présenter, mais avec d'autres nucléases qui ne sont pas sensibles. Et donc on a pu montrer que c'était quelque chose qui était spécifique de cette nucléase qui est induite par l'interféron. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais est-ce que ça marche dans la cellule ? Parce que montrer des choses comme ça in vitro, c'est pas pour ça que ça marche dans la cellule. Et donc on est revenu sur notre fameux système. Je vous rappelle, le HIV, il induit des méthylations internes qui sont liées à FTJ3 et on peut avoir des cellules qui expriment ou pas FTJ3. Et donc on peut produire dans des cellules soit des virions ici qui vont être méthylés sur leur génome, soit des virions qui vont être hypométhylés parce que on a fait le chaos de l'enzyme qui pose les méthyles ici sur le génome. Et donc on peut extraire les ARN et après on peut les incuber in vitro avec ISG20, voir par PCR quantitatif si ISG20 va être capable de dégrader aussi bien des virus, enfin, le génome de virus sauvages in vitro que le génome de virus qui sont délétés, qui sont hypométhylés. Et ce que cette expérience montre de manière assez élégante, c'est qu'en fait, quand on a des virus hypométhylés, c'est ce qui est représenté en gris, eh bien ils sont beaucoup mieux dégradés par ISG20 que des virus qui sont correctement méthylés. Donc ça marche sur des petites ARN de synthèse, nitro, mais ça marche aussi sur des vrais ARN qui sont extraits de virus, mais c'est pas pour autant que ça marche dans des cellules infectées. Et donc après, on est retourné dans des cellules, cette fois-ci, toujours infectées par ces fameux virus, donc hypométhylés ou méthylés normalement. Et donc on a commencé par prendre des cellules qui ont été transfectées ou non avec ISG20, et on a regardé la sensibilité. Et de nouveau, on voit qu'on n'a pas de différence très significative pour des virus qui sont méthylés ou hypométhylés s'il n'y a pas d'ISG20. Et si on transfecte ISG20, c'est ce qui est représenté ici, eh bien on voit que la transfection d'ISG20 conduit au fait que les virus qui sont hypométhylés sont beaucoup plus sensibles et beaucoup mieux dégradés par ISG20 dont l'expression a été transduite ici dans les cellules. Donc, et ça a été confirmé également, c'est des systèmes de pseudoparticules virales dans lesquels en fait on a un pseudovirus dans lequel on va retrouver la luciférase qui est dans le génome, et donc on peut regarder en expression luciférase, on voit exactement la même chose. Donc on a une corrélation entre ce qu'on détecte par PCR quantitative en termes de dégradation d'ARN qui sont naturellement rétrotranscrits, pas in vitro mais par la RT du virus HIV, et l'expression de protéines en aval, tout ça corrèle. Alors vous allez me dire, ben, ça c'est joli, mais ici l'expression d'ISG20, elle est peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on voit dans un vrai lymphocyte qui est infecté, et vous n'avez pas regardé dans les lymphocytes infectés, donc on a décidé d'aller voir dans des lymphocytes infectés cette fois-ci, et cette fois-ci l'astuce elle a consisté, alors le problème c'est qu'on ne peut pas transduire l'expression d'ISG20 facilement dans des lymphocytes infectés par transfection, et donc l'astuce a consisté cette fois-ci à prendre des lymphocytes, les traiter avec de l'interféron, de manière à induire l'ensemble des ISG, dont ISG20, et après, pour avoir le contrôle plus ou moins ISG20, on a transfecté des siRNA contre ISG20, de manière à voir ce qui se passait. Et par ce type d'expérience, on a pu montrer effectivement, de nouveau, que les virus hypométhylés étaient très sensibles à l'interféron, et que quand on effaçait l'expression, donc on voit ici, et quand on efface l'expression de ISG20 en mettant les siRNA, on retrouve des phénotypes similaires, et donc on confirme cette fois-ci dans des vrais lymphocytes qui sont infectés que ça marche correctement. Et enfin, je ne sais pas si j'ai de la diapositive, je ne crois pas que je l'ai ici, mais enfin, on a aussi réalisé des expériences dans lesquelles on a pris le double mutant de ISG20 pour voir si cette fois-ci il était capable de dégrader le virus même s'il était méthylé, et on peut montrer par des expériences que si on prend le double mutant de ISG20, eh bien, il dégrade aussi bien le virus qui est normalement méthylé par la FTJ3 que le virus qui est hypométhylé. Voilà, donc peut-être une petite conclusion pour cette partie qui est un peu complexe. Donc le virus HIV est capable de reconnaître le récepteur CD4 et les co-récepteurs, il va rentrer dans la cellule, il va avoir la réplication dans le noyau, et ce qui avait été montré, c'est que la 2'-méthyltransférase ISG20 est recrutée, qu'elle induit des méthylations internes. Ces méthylations internes, finalement, sont détectées par RIGAI et MDA5. En fait, la 5' c'est par RIGAI et les internes par MDA5. Et en réponse, il va y avoir d'ISG20 qui va être produit de manière à dégrader les ARN. Alors, ça, c'est finalement, vous voyez qu'on a finalement montré qu'on avait des choses assez similaires. Hein. Pour la méthylation de la coiffe, on a un senseur et un facteur antiviral. Donc le senseur c'est RIGAI et le facteur antiviral c'est les molécules IFIT. Et ici, pour les méthylations internes, on a de nouveau un senseur. Le senseur c'est MDA5 et le facteur antiviral c'est ISG20 qui est lié au système. Donc là finalement, je vous ai montré les effets
proviraux des deux primométhylations. Et donc un autre sujet, qui est le sujet de thèse d'Alice Descombes, qui a démarré maintenant depuis 2 ans et demi sa thèse au laboratoire, est de se poser la question, mais finalement ces méthylations sur le 2'OH, on comprend bien que ça empêche le virus d'être détecté correctement, mais est-ce que ça perturbe ou pas la réplication? Parce que vous imaginez bien que si on a un ARN sur lequel il y a plein de décorations, probablement que l'ART, au moment où elle va arriver et qu'elle va buter ou pas sur ces décorations, que ça va empêcher, que ça va avoir des effets antiviraux. Et donc c'est ça la question qu'elle pose au laboratoire. Et ce qu'elle fait in vitro, c'est assez simple. Hein. Elle prend donc une matrice ici, okay, avec un primer ici, et elle va incuber la matrice avec le primer ici, en présence de RT, et on va s'arranger pour mettre une méthylation, ou ne pas mettre de méthylation sur le A qui est représenté ici. Okay. Alors quand le template n'est pas méthylé, qu'est-ce qu'on voit? C'est une expérience cinétique, hein, donc on voit les temps 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et 50 minutes. On voit que quand elle fait de la RT qui est produite au laboratoire, la RT, elle fait son travail normal, hein, elle va polymériser ici, faire le fragment complet et qu'on détecte ici, on voit la disparition du primer qui est radioactif ou qui est marqué ici à la cyanine 5, ça marche dans les deux cas de figure, et on voit l'apparition du produit final. Et quand elle fait les expériences, cette fois-ci avec un A qui est 2'-méthylé, ce qu'elle observe, c'est qu'au niveau du A qui est 2'-méthylé, on a une pause de l'ART. C'est-à-dire que c'est une vraie difficulté pour l'ART du HIV qui va voir ces 2'-méthyl et va poser au niveau de ces 2'-méthyl. Après, ça reprend, hein, parce qu'on voit quand même le produit final in vitro, mais il y a une véritable pause. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais juste, elle a fait des expériences en présence de différentes concentrations en nucléotides. Parce qu'on sait que la concentration de nucléotides qui est présente dans les lymphocytes activés est très élevée, alors que dans les lymphocytes quiescents ou dans les macrophages, la concentration en nucléotides est très très faible. Et ce qu'elle montre globalement, c'est que dans des conditions qui miment ce qu'on va observer dans des lymphocytes activés, elle n'a pas de pause. C'est-à-dire que l'ART, quand il y a beaucoup de nucléotides, elle est capable d'aller au bout du processus et les méthylations ne la gênent pas. Alors que si elle se met dans des conditions expérimentales qui miment ce qu'on voit dans des monocytes macrophages, donc des faibles concentrations en nucléotides, elle voit que cette pause devient de plus en plus importante et elle voit que le mécanisme est de plus en plus limité de la rétrotranscription. Donc tout ça suggère finalement en fait qu'il y a effectivement également des effets antiviraux, et que ces antiviraux, ils vont dépendre des conditions métaboliques de la cellule, et probablement que ces méthylations, elles protègent très bien la détection, et ça ne va pas poser de problème dans les lymphocytes activés, mais probablement que une des difficultés du HIV d'infecter des lymphocytes quiescents, c'est entre autres dû au fait que les 2'-méthylations, ça peut bloquer et limiter le processus de rétrotranscription. Donc, je vais essayer de conclure par 2 messages. Le premier message, c'est donc on s'est intéressé aux 2'-méthylations ici sur le ribose des nucléotides, qui soit sur la coiffe ou qui soit en interne des nucléotides. Okay. Et globalement, ce qu'on a montré, c'est que ça pouvait avoir des effets proviraux et des effets antiviraux. Alors, en ce qui concerne les effets proviraux, ce qui est clair, en fait, c'est que les 2'-méthylations sont des marqueurs du soi, et que les senseurs qui sont impliqués, c'est les RIG-like récepteurs, avec MDA5 qui détecte les 2'-méthylations internes et RIG-I qui reconnaît les 2'-méthylations de la coiffe. Okay. Et en réponse à cette Sun-Son-Seq, il y a évidemment des facteurs de restriction qui vont être produits, mais il y a également des effets antiviraux, c'est-à-dire que la réplication du génome peut être éventuellement modifiée, et puis évidemment on peut se poser la question de savoir si l'encapsidation, la stabilité des ARN et la traduction des ARN se fait aussi bien quand il y a ces méthylations qui sont déposées, et tout ça c'est des questions évidemment qui arrivent dans le domaine. Voilà. Donc ça c'est pour à peu près résumer les choses. Et le deuxième message, peut-être qui est plus important, c'est que finalement, les MTA cellulaires ou virales sont capables d'induire des méthylations spécifiques, hein, donc sur la coiffe ou en interne, sur le A principalement, mais également sur d'autres nucléotides. Et il existe des senseurs spécifiques. Et ces senseurs, dans chaque cas, le senseur RIG-I est lié à IFIT, alors que le senseur MDA5 est lié à IgG20.
mais on a toujours un système qui est similaire, c'est un mécanisme de détection spécifique qui est lié à un mécanisme de restriction qui est spécifique. Alors l'intérêt, ce que je vous ai raconté, c'est pas seulement un intérêt de comprendre la biologie des virus et de voir éventuellement si des inhibiteurs de méthylase virale pourraient, ou d'ailleurs cellulaire, pourraient avoir des effets antiviraux, hein, ou de restaurer la capacité du système de l'immunité innée à se défendre contre les virus. Ça, c'est un intérêt potentiel. Un autre intérêt potentiel, c'est qu'on pense de plus en plus à des vaccins ARN pour toute une série de maladies, et donc la question des modifications de ces ARN et du rôle des modifications de ces ARN dans la stabilité, dans la capacité d'aller recruter les cellules de l'immunité innée et d'induire une meilleure réponse est une vraie question, et il y a encore énormément de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour optimiser finalement les ARN de manière à ce qu'ils soient peut-être davantage détectés par certains senseurs, de manière à mieux recruter la réponse contre les protéines qui seront produites par ces vaccins ARN au site d'injection, et donc c'est un vrai nouveau champ qui se déploie. Et je vais terminer en remerciant évidemment tout le laboratoire, parce que c'est un travail collectif hein, qui implique toute une série de personnes, et en particulier donc il y a Bruno Cagnard ici qui est le responsable du laboratoire, et les personnes principales dont j'ai parlé sont Alice qui est en thèse au laboratoire ici, et Priscilla Elkazi qui a fait tout le travail sur ISG20 grâce au soutien de l'IHU. Voilà, je vais m'arrêter ici et je suis disponible pour répondre à des questions éventuelles.